Vous êtes sur le podcast de la CDI sur le design intégré. Dans cet épisode, nous parlerons de design intégré avec Jackie Moulin, design manager de l'équipe en charge des accessoires culinaires du groupe SEB. Le groupe SEB est présent dans près de 150 pays avec une offre produit à la fois globale et locale, valorisée par un portefeuille de 31 marques, qu'elles soient professionnelles, premium ou grand public. Les articles culinaires sont tous les produits non électriques. Ils répondent aux attentes des consommateurs en cuisine ou en mode nomade. Il s'agit principalement de poêles, casseroles, faitout, autocuiseurs, mouleries traditionnelles ou souples. Jackie nous parle de son parcours et de l'évolution de son poste depuis la designer intégrée qu'elle a été jusqu'à son rôle actuel de manager, de la force de travail en équipe et de l'évolution des pratiques et du métier qu'elle perçoit sur ces 20 dernières années. Nous échangeons aussi autour de l'innovation et des collaborations internes nécessaires au bon déroulement du projet, de l'expérience utilisateur en particulier lorsqu'on travaille pour un marché international. Enfin, nous finissons notre discussion autour d'axes stratégiques de développement tels que les produits inclusifs ou la prise en compte du cycle de vie des accessoires. Bonjour Jackie, pour commencer, peux-tu te présenter ton parcours s'il te plaît ? Bonjour Annabelle, déjà je suis ravie que tu sois venue jusqu'à chez moi pour faire ce podcast. Donc mon parcours, ça remonte à bien loin. J'ai commencé des études de design à l'école de la Cambre, donc l'école nationale supérieure des arts visuels de la Cambre à Bruxelles. J'ai passé mon premier cycle de 3 ans et puis je suis allée à Paris où j'ai terminé mes études de design à l'ESDI. Et donc je suis diplômée de l'ESDI, j'ai eu mon diplôme je pense en 88. Donc suite à ce diplôme, j'ai travaillé 6 mois en agence à Paris, je me souviens plus, je suis désolée pour l'agence qui m'a embauchée toute jeunette. Mais donc rapidement, j'ai intégré au bout de 6 mois le groupe Sommer Alibert à Grenoble, donc l'entreprise Alibert Habitat, qui à l'époque était essentiellement dans la fabrication d'accessoires et de meubles de salle de bain et de mobilier de jardin. Je suis restée une petite dizaine d'années, 9 années exactement, donc chez Sommer Alibert, et j'ai rejoint le groupe SEB en 98. En 98, j'ai eu une mission assez particulière dans la mesure où pendant 2 ans, je travaillais avec l'entreprise que le groupe SEB venait de racheter au Brésil, l'entreprise Arnaud. Et donc, je faisais beaucoup d'allers-retours entre le Brésil et Lyon pour aider à remettre à jour le catalogue produit de cette entreprise. C'était une entreprise d'électroménager. Il faisait un peu de tout, des ventilateurs, des aspirateurs, des machines à laver aussi, tout en plastique. C'était très très intéressant d'un point de vue culturel et puis aussi travailler avec des Brésiliens, c'est vraiment une très très belle aventure. En 2000, je rejoins l'activité articles culinaires à Rumilly, donc en Haute-Savoie. Les articles culinaires, ça regroupe tout ce qui est non électrique qui rentre dans la cuisine. Donc, on connaît évidemment Tefal et sa poêle anti-adhésive, mais il y a effectivement aussi des spatules, des essoreuses à salade, des couteaux, des autocuiseurs. Et effectivement, cette activité ne regroupe pas uniquement des produits destinés à la marque Tefal, mais on a énormément de marques internationales. Donc, aussi bien des marques comme l'Agostina, qui est une marque italienne, mais que l'on retrouve à l'international aussi. Tefal, évidemment, je l'ai cité, mais on a aussi des marques locales comme All-Clad aux US, Imoussa en Colombie, Rochedo Clock au Brésil. Donc, il y a un énorme éventail de produits et de familles de produits qui rend le job très, très intéressant. À l'époque, en 2000, j'étais toute seule. Donc petit à petit, l'équipe a grossi, puisque tout d'abord en travaillant avec des stagiaires, des alternants, et puis petit à petit, ces stagiaires, ces alternants ont été embauchés, et aujourd'hui on est une petite équipe toujours, mais de 7 personnes, et on travaille pas mal aussi avec des agences extérieures, notamment selon le pays, selon le type de projet. On peut travailler avec une agence américaine. Si on a un projet essentiellement dédié au marché américain, on va plutôt travailler avec une agence américaine, par exemple. On a également pu travailler avec une agence coréenne ou japonaise, selon, comme je disais, le marché cible du projet. D'un point de vue managérial,
Donc je disais, on est une petite équipe de 7 personnes et avec des profils bien différents. Enfin, on est tous designers, ceci dit, mais chaque designer a je dirais une personnalité, une sensibilité, un profil bien différent, ce qui nous permet d'être très très complémentaires. Et chaque designer a en charge soit une marque, soit une famille de produits, soit une mission un peu transversale qui lui permettra de travailler également sur les projets des autres designers. Donc j'essaie de responsabiliser au maximum, leur donner de l'autonomie, parce que je ne suis pas là en tant que manager pour dire toi tu fais ça et dans tel laps de temps, et puis leur donner des consignes. Ça, c'est pas du tout mon truc. Je leur donne totale liberté pourvu qu'ils livrent un travail de qualité qui soit apprécié par les autres équipes marketing, développement, toutes les autres équipes de l'activité article culinaire. C'est néanmoins une sorte d'exigence aussi que j'ai envers eux, puisque je leur donne de l'autonomie. Donc il faut qu'ils se prennent en main et qu'ils organisent leur travail. Et bon, bien évidemment, il y a des échanges. Alors, je voulais aussi insister sur le fait que même si chaque designer est responsable d'une marque, il y a néanmoins un travail collaboratif qui est encouragé et qui est mis en place, parce que en fait, comme je l'expliquais, l'équipe a des profils très différents et avec des sensibilités et des centres d'intérêt très, très variés. On s'est rendu compte qu'il était très efficace de travailler à plusieurs designers sur un même projet, parce que on pouvait combiner les expertises et les compétences des uns et des autres. Par exemple, sur des projets d'autocuiseurs, on a un designer produit qui, lui, est le référent de cette catégorie de produits, mais il travaille dès le tout début du projet avec une designer qui est, elle, spécialisée en UX, et une autre designer qui, elle, est vraiment spécialisée en tendance et en CMF. Donc, dès le départ, il y a un trio qui se met en place, et il y a vraiment un échange très, très riche, qui permet d'avancer vite et qui permet surtout de délivrer des designs de qualité. J'ai évoqué les missions transversales au sein de l'équipe. L'exemple de la designer qui a une expertise et une compétence et une sensibilité très forte envers tout ce qui est user experience, mais elle va effectivement pouvoir intervenir sur certains projets des autres designers. Donc c'est vraiment une sorte de mise en place d'un espèce de système qui permet à chacun de connaître les projets des uns et des autres en y participant de façon plus ou moins forte à certaines périodes du projet. Les juniors, on a des soit une ou un alternant, stagiaire. Et je trouve ça très, très intéressant, parce que on se rend compte qu'il y a énormément d'évolution au niveau du métier, il y a énormément de façons d'aborder les projets qui se mettent en place, et ça crée effectivement beaucoup d'échanges et d'émulation. Alors, quand je dis de l'émulation, c'est pas l'émulation les jeunes qui sont influencés ou par les plus anciens, c'est tout le monde. Moi, je suis toujours épatée quand je vois des jeunes arriver, de leur façon d'aborder les projets, leur efficacité, leur créativité, la richesse de leurs propositions, mais aussi le soin qu'ils donnent à leurs livrables. Enfin, c'est vraiment... j'apprends énormément, et à chaque fois, j'apprends autre chose, chaque fois qu'il y a un nouveau contact qui se met en place. Et donc, ces jeunes-là aussi, sont pas... vous avez compris, j'ai pas un management top-down, donc eux aussi sont responsabilités, parfois sur des missions un peu moins stratégiques, et de cette façon-là, je favorise vraiment leur prise d'initiative pour que chacun aussi s'approprie ses missions. Et c'est ça qui fait un peu la richesse de l'équipe, qui évolue dans sa façon de travailler, qui évolue dans ses visions. Enfin, il y a vraiment il y a énormément d'échanges et de choses intéressantes qui se dégagent de ces échanges. Parfois des choses qu'on peut appliquer, parfois des choses qui malheureusement pourront pas être appliquées dans l'immédiat. Mais je pense que ce côté collaboratif est très très important, et ça, je pense que c'est une des grandes évolutions
que moi j'ai vécu par rapport à mes premiers jobs de designer, où on était chacun assigné à un projet, à un produit, et on travaillait tout seul dans notre coin, puis on échangeait un peu juste avec l'un ou l'autre pour avoir un avis, mais c'était pas dans une volonté de collaboration. Là, il y a vraiment ce travail collaboratif et itératif qui est mis en place, non seulement avec, comme je l'ai expliqué, avec les designers de l'équipe, mais aussi avec des acteurs en dehors des équipes design, que ce soit des acteurs marketing ou des acteurs du développement, ça peut être des achats, ça peut être la recherche. Et c'est très très riche parce que là, je pense qu'on est dans une dynamique oui, vraiment de vouloir tous mettre la main à la pâte et de travailler pour que le produit qui en sort soit vraiment le mieux possible, enfin le meilleur. Tu es devenue manager, d'accord, d'une équipe. Oui. Et comment ça s'est fait en fait ? Est-ce que tu t'es formée à ça ou est-ce que c'est l'organisation d'entreprise qui t'a poussée à devenir manager ? Comment t'es passée de ton rôle de designer à manager dans le groupe SEB ? Alors en fait, ça s'est fait assez naturellement. Dans la mesure où, étant toute seule, de toute façon, je ne pouvais pas tout porter moi-même. Donc déjà, à l'époque, quand j'étais toute seule, je devais travailler avec des extérieurs. Donc je suis devenue un peu manager parce que j'ai dû manager des agences. Et ayant travaillé notamment par le passé, même Sommer à Libère avec des extérieurs, j'ai appris cette espèce de relationnel un peu d'égal à égal, et c'est peut-être ça qui fait que j'ai une vision très hiérarchique, c'est-à-dire c'est entre pairs, on travaille ensemble sur un projet. Et ça s'est fait naturellement, en fait. Je m'en suis même pas vraiment rendu compte. Il y avait des besoins et à un moment donné, il y a eu des regroupements aussi d'entités à Rumilly. Le designer qui était rattaché aux autocuiseurs à Solonger nous a rejoints. Puis le designer qui était en Italie chez la Gostina nous a rejoints. Et en fait, donc du coup, en même temps, c'était un regroupement de personnes qui avaient déjà une certaine responsabilité et qui maîtrisaient leur intervention, qui se sont regroupés. Alors certes, ils me rejoignaient moi, donc naturellement, j'ai été considérée comme étant la design manager. Mais donc, en fait, je pense que j'ai rapidement eu ce besoin de travailler avec d'autres aussi, parce que même à l'époque de Sommer à Libère, il y avait... au début, j'étais évidemment designer junior, je dessinais des produits, mais très rapidement, j'ai commencé à collaborer avec des extérieurs. Et donc, quand on collabore avec des extérieurs, on passe aussi pas mal de temps à manager le projet, en fait. Et petit à petit, la part design-produit se réduit de plus en plus pour donner plus d'espace au management, parce qu'il y a plus de projets, il y a plus de personnes impliquées. Mais néanmoins, aujourd'hui, de temps en temps, je fais des petites choses, que ce soit du graphisme ou des toutes petites choses rapides sur des projets tactiques. J'aime bien. Et je me dis, bon, ça me permet de garder un peu la main, en fait, sur le travail créatif, et puis ça me fait plaisir. Donc, je n'ai pas suivi de formation. Je pense que... ça s'est fait naturellement. Oui, ça s'est fait naturellement. Alors, si j'ai eu des formations, parce qu'au niveau du groupe SEB, il y a toujours des formations continues. Donc, on m'a proposé il y a quelques années de faire une formation de management avec d'autres personnes du groupe. Donc j'ai accepté, je l'ai faite. C'était surtout intéressant de voir d'autres managers et de voir comment eux se situaient par rapport à leur équipe et quelles étaient les problématiques qu'ils pouvaient rencontrer. Mais j'avoue que j'écoute. Je préfère être moi-même que de sortir des formules magiques pour manager les gens. Ça m'horripile quand même un peu. Voilà, il faut être soi-même. En ce qui me concerne, je ne joue pas trop le jeu de la hiérarchie, en fait, parce que... Mais alors ça, c'est mon choix. Hein. Je sais que certaines personnes estiment devoir le jouer parce que, comme ça permet d'être vraiment perçu de l'extérieur de façon un peu caricaturale, comme étant la tête de l'équipe. En réalité, ça m'intéresse
pas plus que ça en fait, hein, c'est pas... Et puis je pense que ce qui est surtout important, si on est manager et on le reste, c'est aussi parce qu'on est arrivé à créer un climat de confiance, un climat donc, qui dit de confiance dit qu'on peut déléguer. Les designers se sentent à l'aise, donc sont force de proposition, donc il y a des échanges, il y a des débats, donc c'est un peu ça, je trouve, qui est intéressant quand on veut faire un bilan par rapport à cette fonction de manager, de se rendre compte qu'en fait on a une équipe qui se sent bien, qui est à l'aise et qui avance. Alors certes, il y a parfois des petites problématiques à résoudre, mais j'ai la chance, alors je sais pas, mais bon, j'ai la chance d'avoir dans mon équipe des personnes qui sont pros, qui sont humainement super, donc j'ai pas de conflit à régler entre personnes. Donc ça, j'en suis préservée. Alors préservée, j'en sais rien, mais est-ce que c'est du fait des personnes? Est-ce que c'est du fait de mon type de management? J'en sais rien. D'accord. Mais en tout cas, jusqu'à présent, je touche du bois, ça fonctionne. Et puis je suis super à l'écoute des propositions et de ce que disent les designers de l'équipe, surtout les jeunes qui arrivent. Ils m'étonnent, je trouve ça vraiment, ça m'inspire. Et j'apprends, voilà, c'est ça qui me... Bon, c'est mon type de management. J'aimerais que tu nous parles, alors on l'a compris, hein, quand tu es arrivé dans le groupe Seb, tu as commencé par travailler pour la marque Arnaud, qui est une marque brésilienne, et puis ensuite on entend que dans votre portefeuille de marques aux accessoires culinaires, vous avez plusieurs marques sur des marchés très spécifiques à l'international. Comment ça se passe quand on est en France et qu'on doit travailler pour un marché à l'étranger? Au départ, tu as fait beaucoup d'allers-retours entre le Brésil et Lyon. Mais du coup, c'est une question qu'on peut se poser parce qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup sur l'expérience utilisateur. Oui. Et on travaille pour l'étranger. Est-ce que les expériences d'usage sont les mêmes à l'étranger? Les pratiques culinaires sont les mêmes? Comment vous faites pour aborder justement cette pratique et cette connaissance? Alors, on va parler de l'époque avant Covid d'abord, où effectivement, on va sur place. C'est bien que tu mentionnes l'expérience utilisateur parce que ça, c'est effectivement une des évolutions du métier. On en parlera peut-être après, hein, mais c'est très, comme tu le dis, c'est hyper important. Donc, moi, je peux donner un exemple avec les US où effectivement, avant 2020, j'allais très très souvent aux US et on mettait en place des workshops. Je participais aussi, alors je dis je participais ou quelqu'un de mon équipe au Consumer Survey, enfin, au test conso, on a fait des workshops avec des consos, et puis on est alors ça c'est acquis, en fait on est dans un mode d'équipe projet, donc multimétier, donc du coup il y a ce travail collaboratif, itératif autour du projet, du produit et du service associé, donc en fait on s'imprègne en fait. C'était plus facile avant Covid parce qu'on allait sur place et puis il y a un relationnel humain aussi, il y a une mise en confiance, donc on travaille ensemble et on apprend et on s'adapte parce que travailler avec les US, on se rend compte qu'ils sont très très efficaces. Ils sont peut-être moins conceptuels, moins, je veux pas dire créatifs. En fait, ils se posent moins de questions quand ils repèrent quelque chose qui peut marcher. Allez, on y va. Donc ça, c'est très enrichissant aussi. Et on s'adapte, et je pense qu'à l'inverse, ils doivent apprendre de nous aussi en se disant oh là là, ils se posent beaucoup de questions, c'est bien aussi de se poser des questions. Mais, donc c'est vraiment en étant en contact rapproché, je dirais, avec les équipes sur place. On a refait des workshops aussi avec le Brésil, là pour le coup pour les articles culinaires. Pareil, à participer au test conso, participer avec les équipes en place, vraiment être très, très itératif, être à l'écoute. Parce qu'il n'y a rien de plus, je dirais, désagréable pour le projet et pour les membres de l'équipe de dire « Oui, non, mais ça, c'est pas ton domaine, ça, ok, mais moi, je m'en occupe. » Non, il y a vraiment toute cette notion d'échange. Et surtout, ça, il faut absolument le mettre en place quand on travaille pour des cultures que
connaît très, très mal finalement, hein, même si on les connaît un peu à force, mais on ne vit pas sur place et c'est important. Alors, post-Covid, alors, il y a différentes situations. On continue à travailler avec les personnes que l'on connaît déjà. Ouais. Donc là, il y a une façon de collaborer qui est en place et qui permet de continuer avec d'autres outils, donc les conf calls, les vidéos. On est moins en contact avec le conso, parce que moi, par exemple, pour les US, ça fait 2 ans que j'y suis plus retournée, mais après on essaie de trouver des moyens détournés pour être sûr d'avoir toutes les infos qu'il faut. Il faut aussi savoir qu'au niveau du groupe SEB, il y a des cellules très pro et très compétentes au niveau de l'observation des consommateurs. Hein. Ils font énormément d'études, ils font énormément de workshops avec des consos partout dans le monde. Donc ça, on a à disposition ces informations et on peut échanger avec des personnes qui maîtrisent le sujet. Donc ça, c'est... Donc il y a beaucoup de moyens qui sont mis en place justement pour ne pas perdre les besoins, les frustrations ou en global en fait l'expérience du conso. Donc, Et au niveau d'un nouveau projet, on pourrait dire une innovation, un nouveau projet qui va sortir, comment vous travaillez dans le groupe? Parce que tout à l'heure tu nous as beaucoup parlé de l'équipe design et de ses multi-compétences, des multi-profils, mais avec le marketing ou avec la R&D, comment ça se passe? Comment vous travaillez ensemble? On sait que si on regarde dans la littérature, on nous dit que pour travailler sur l'innovation, il faut qu'il y ait un triptyque design, marketing, R&D. Est-ce que c'est quelque chose que vous mettez réellement en place? Est-ce que ça se fait plutôt au fur et à mesure de l'avancement du projet et des collaborations? Comment vous faites Non, c'est réellement mis en place et c'est une réelle, volonté et pratique au niveau du groupe SEB de mettre en place des équipes projets dès qu'un projet est identifié. Alors certes, le projet est identifié, tout le monde est au courant que le projet démarre à tel moment. Alors évidemment, souvent très en amont, alors selon que ce soit un projet d'innovation ou un projet d'innovation, on ne parle pas d'innovation fondamentale, mettons. C'est vrai qu'il y a un binôme marketing-design qui se met d'office en route. Hein. C'est-à-dire que nous, quand un projet est identifié, on a un brief projet qui est, je dirais, mis en place. Je dis mis en place parce qu'il n'est pas finalisé et donc on travaille avec le marketing pour le peaufiner, pour que vraiment on comprenne bien chacun de quoi il s'agit, quelle est l'envergure du projet et les différentes étapes du projet, les méthodos qu'on va mettre en place. Donc tout ça se structure ensemble. Et réellement, là, on a des gros projets qui sont mis récemment en place. Et très rapidement, alors ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques temps, on inclut le bureau d'études ou la recherche, si s'il y a un besoin de recherche, dans l'équipe projet, parce que on les embarque de cette façon-là. Déjà, ils sont contents, parce que ça leur donne la visibilité. Et puis, on a aussi envie qu'ils participent à la créativité, qu'ils donnent leur avis, au-delà d'un avis simplement de contraintes techniques ou de « oh là là, ça va coûter cher »,« oh là là, on ne pourra pas faire ». Donc, et ça marche super bien parce que tout le monde est très... chaque métier est indulgent vis-à-vis des autres métiers et on avance. Alors je dis pas qu'il y a jamais de heurts ou de oh là là il se braque, etc. Non, il y a aussi des discussions, mais pour répondre à ta question, oui, on est en équipe projet, on ne travaille pas en, comment dire, avant on pouvait alors je dis ça il y a maintenant presque une vingtaine d'années, on avait un brief de la part du marketing, le design travaillait et puis quelques semaines plus tard on disait voilà c'est ça et puis le marketing disait j'aime pas, je veux ça, hop on passe au bureau d'études. Non, on n'est plus du tout comme ça.
on partage presque notre intimité, je dirais. Alors, c'est une question de relationnel de personnes aussi. Ça va dépendre aussi des personnes avec lesquelles on travaille. Mais je dirais, parfois on partage notre intimité des premiers croquis en disant bah, tiens, j'ai pensé à ça, qu'est-ce que tu en penses et il y a vraiment un travail itératif qui est mis en place pour à chaque étape vraiment s'assurer que tout le monde est embarqué et pas perdre de temps, parce qu'au final on peut peaufiner une idée jusqu'à ce qu'elle soit vraiment communicable et superbe, et puis si l'idée n'est pas appréciée par les autres, on n'aura pas perdu tout ce temps à la peaufiner, donc autant échanger le plus rapidement possible. Alors comme je disais, ça dépend des personnes, ça dépend aussi du projet, du temps imparti aussi, mais on est dans le collaboratif. Et je pense que c'est très bien, parce que... Et ça, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment une évolution, je trouve, par rapport au métier de design tel qu'on me l'avait enseigné, quoi. Et aujourd'hui, avec les émissions télé autour de la cuisine, est-ce qu'il y a une évolution au niveau des articles culinaires pour le grand public? Est-ce que ces émissions télé ont une influence sur les pratiques quotidiennes ou pas? Ben oui, parce que les personnes sont comment dire, impliquées, et puis oui, et puis sont demandeurs. Le fait de pratiquer, ils ont beaucoup plus d'exigences aussi, parce que du coup, si on pratique beaucoup, on voit les avantages et les défauts des produits existants. On se rend compte quand même que il y a de notre côté, en tant que, surtout pour la marque Tefal, en France, on se rend compte que on a quand même encore beaucoup de route à faire pour embarquer les jeunes générations. Alors certes, il y en a pâtisser, ça c'est quelque chose que beaucoup de gens aiment faire, en fait, mais se faire un vrai repas tous les soirs quand on rentre du boulot, ça peut être un peu pesant. Et en plus, là, avec le Covid, certes, les gens sont mis à plus cuisiner, mais d'autres solutions se sont mises en place aussi, comme les livraisons à domicile, les Uber Eats et autres. Donc, alors certes, ça a un certain coût, mais donc effectivement, les expériences que les gens ont via les plateformes ou des applis ou les concours de cuisine à la télé leur donnent en tout cas de l'ambition, mais après il faut passer à l'acte. Et c'est là où nous, avec nos produits, il faut qu'on offre les bons produits et le bon service, parce qu'aujourd'hui, ça aussi, c'est une évolution du métier des designers, c'est que c'est plus le produit qui est au centre du projet, c'est l'expérience, tu l'as dit, l'expérience utilisateur, et je dirais même c'est l'expérience du consommateur, parce qu'il y a ce qu'il y a avant, ce qu'il y a pendant et ce qu'il y a après, parce que en tant que designer jusqu'à présent, c'est en tout cas tel qu'on nous l'avait enseigné, on essayait au mieux de travailler le pendant, c'est-à-dire tout ce qui est usage du produit, faire en sorte que l'utilisation soit un plaisir, que l'objet soit agréable à utiliser, agréable à regarder, agréable à intégrer peut-être dans son intérieur. Mais aujourd'hui, il y a tout ce qui se passe avant d'acquérir l'objet, et puis tout ce qui se passe après, à savoir toutes les problématiques de développement durable. Donc ça, je trouve que le métier, là, il a énormément évolué par rapport à ça. Donc ça me fait penser aussi à un autre sujet, je ne sais pas si tu avais l'intention de l'aborder, c'est tout ce qui est inclusivité. Ouais. J'ai vu qu'il y avait une gamme, effectivement, que le groupe Seb avait sorti. Oui, il y a eu un projet merveilleux qui a été mené par Kenza Drancourt, qui fait partie de l'équipe Electrical Appliances du groupe Seb, qui a construit avec France Handicap Life, ce qu'ils ont appelé le Good Design Playbook, donc qui
donne des méthodologies pour créer des produits inclusifs. Et donc, il y a toute une série de tips, de recommandations. Ce Good Design Playbook, il est accessible en ligne. Hein. C'est une collaboration, donc Groupe SEB avec France Handicap. Et donc, du coup, elle a initié ce travail qui a été très, très apprécié au niveau du Groupe SEB et qui, là, porte ses fruits. Nous, en articles culinaires, on a mis en place des projets aussi pour se dire aujourd'hui il est inadmissible qu'on fasse des produits qui ne respectent pas un certain alors comment je vais tourner cette phrase, en fait je ne vais pas redire inclusif, des produits inclusifs, mais en tout cas il faut que nos produits, on dit que nos produits sont accessibles, qu'ils le soient aussi dans leur utilisation pour le plus grand nombre. C'est ça en fait l'idée. Hein. L'idée n'est pas de faire des produits pour les personnes handicapées, mais c'est de tenir compte des handicaps de ces personnes-là pour créer des produits qui soient beaucoup plus accessibles. Donc, et ça, c'est assez passionnant parce que c'est aussi des faits de société, hein, l'inclusivité, la diversité aussi. C'est des choses... D'ailleurs, c'est pour moi... j'ai 2 préoccupations pour le moment. Je pense que c'était une de tes questions. Oui, non, je peux l'enclencher. Donc, les deux préoccupations, c'est effectivement l'inclusivité, et puis l'autre, c'est ce qu'on appelle nous la sustainability, donc effectivement l'écologie, le durable. Et ça, absolument, en tant que designer, quand on pense produit, il faut prendre en compte, se poser la question, là, je crée un nouveau produit qui est peut-être voué à alimenter une déchetterie, hein, d'ailleurs, voilà. Qu'est-ce que je fais pour que ce produit ait vraiment une empreinte carbone réduite? Alors bon, on va parler de matériaux recyclés, recyclables, certes, mais il y a aussi une démarche au niveau de la conception du produit, du design du produit, qui peut viser à utiliser moins de matériaux, éviter la diversité de composantes. Et ça, c'est assez passionnant, en fait, parce qu'on se rend compte, c'est presque un jeu de Lego. Et ça, c'est vraiment ma préoccupation du moment. Par exemple, parfois, on fait des produits avec des poignées laquées. Se dire, mais est-ce que cette poignée a réellement besoin d'être laquée? Alors peut-être que la laque, elle est pas polluante, mais quand même, est-ce que c'est vraiment, en tant que designer, de se poser, de faire la checklist et de se poser ces questions? Est-ce que c'est réellement utile? Est-ce que ça change quelque chose si je n'utilise pas ce matériau? Ou qu'est-ce que ça change? Et quels sont les choix que je propose? Donc ça, c'est une de mes préoccupations. Et puis l'inclusivité, on en a parlé, parce que je trouve que même si en tant que designer on fait dans notre démarche, et puis ça c'est quelque chose qu'on m'a quand même appris à l'école, hein, d'être vraiment observateur, d'être dans l'usage, dans la fonctionnalité, rendre la manipulation des produits confortable. Donc ça, c'est de l'acquis depuis longtemps, mais il faut aller plus loin vers faire encore mieux et vraiment essayer d'être beaucoup plus, comme je disais, accessible à tous. Ça, c'est important. Mon ambition en tant que designer et design manager, c'est de toujours apprendre plus des autres. Enfin, j'ai une espèce de curiosité, et je suis toujours un peu comme je disais, dans l'étonnement et dans l'admiration même. Quelquefois, j'avoue que je suis admirative par rapport à des choses qui sont proposées et qui sont dites au sein de l'équipe, mais effectivement, et plus particulièrement la part des jeunes générations. Donc j'ai envie de continuer à apprendre pour faire partie de cette génération, en fait, peut-être. Mais c'est super enrichissant. Et c'est un peu le monde à l'envers, parce qu'on dit souvent que c'est les sages, ceux qui ont de l'expérience qui guident. Enfin, oui, bien sûr, hein, je vais pas dire que c'est pas inintéressant, mais je préfère me laisser guider par les jeunes. Ouais. Ouais. Je crois qu'on l'a entendu en fait tout au long de notre conversation, où même quand tu parles du management de l'équipe, tu es très à l'écoute et
Et tu mets beaucoup en avant la diversité des profils. Ouais. J'aimerais qu'ils soient encore plus divers, mais bon, après, on a des restrictions de ressources, je dirais. Mais ce serait bien d'avoir des profils encore plus différents. Ouais, je dis des profils divers, mais ils sont tous designers, mais ils ont tous une approche différente du design, une sensibilité différente et des visions de leur métier différents. Et c'est ça qui fait de la complémentarité. Et donc, du coup, je pense que c'est peut-être ça qui ne crée pas de conflit, puisque il y a une telle complémentarité que... Oui, c'est plus sur la complémentarité que sur la compétition. Oui, exactement. Ah, j'ai horreur de la compétition. C'est dire à 3 designers de l'équipe, vous travaillez tous sur le même projet et puis on gardera le meilleur. On gardera le meilleur, on fera une sélection, on demandera au marketing de choisir. Quelle horreur. Très bien. Ouais. On a fait le tour de toutes les questions, on en a rajouté même. Donc, je pense qu'on est bon. Eh ben, ça fait un plaisir, Annabelle. J'étais un peu stressée, j'ai peut-être un peu bafoué. Je m'en excuse auprès des auditeurs. Je ne suis pas une experte du podcast. Mais c'était vraiment un plaisir. Merci beaucoup. Et à bientôt. Bonne journée, au revoir. Au revoir.